Eh bien, bonjour à tous. Donc, mon nom est Franck Janssen. Je suis le président de l'RPME. Et en cette qualité, je suis ravi de vous accueillir au premier webinaire de notre association. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, il s'agit de la plus ancienne association savante internationale francophone, démontre leur importance, en entrepreneuriat et PME. Alors, ce webinaire nous est proposé par un des groupes thématiques de l'RPME, le groupe Inspire, pour innovation, société et processus entrepreneuriaux. Alors, c'est un webinaire qui va s'adresser tant aux chercheurs qu'aux praticiens et qui a donc une véritable vocation de transférabilité. Je remercie évidemment chaleureusement ses organisatrices, les professeurs Marion Peuge, Christina Theodoraki et tout particulièrement Marie Gomez-Bress, qui a initié et organisé ce webinaire, mais qui ne peut malheureusement pas se joindre à son animation pour des raisons de santé. Nous la saluons bien. Je remercie également l'Université Laval pour son support technique et notre vice-présidente, Marie-Pierre Tremblay. Alors, je vous annonce déjà que d'autres webinaires proposés par des groupes thématiques de l'RPME suivront, ainsi que d'autres webinaires à vocation plus méthodologique. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 19 juin prochain pour un séminaire qui va porter sur les questions de mesure de la performance en entrepreneuriat et qui sera animé par le professeur Marcus Desjardins. Voilà, je vous salue tous autant que vous êtes et vous souhaite un excellent webinaire. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde peut me voir et m'entendre bien. On est très ponctuel. Moi, je voudrais remercier le professeur Frank Janssen, président de l'RPME, pour tous les soutiens qu'ils ont fait tout au long de ces parcours, du groupe thématique, mais aussi des soutiens qu'on a eu sur ces webinaires. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le webinaire il est enregistré. Donc déjà, je vois la conversation très bien. Je suis ravie que vous me voyez, donc on peut poursuivre. Aujourd'hui, sur ces webinaires qui auront enregistré, nous aurons le plaisir de discuter autour de la digitalisation et les numériques, la transformation digitale et les pratiques mises en place, notamment dans la situation des crises sanitaires que nous traversons tous aujourd'hui. Nous aurons aussi l'occasion d'échanger à la fois avec des experts, d'écouter des représentants d'organismes publics, d'écouter des témoignages des entrepreneurs, mais aussi d'écouter et discuter avec le public. Donc, à ce titre, j'invite les participants de ces webinaires, qu'on commence de plus en plus à être nombreux, d'utiliser la fonction que vous voyez sur votre écran Q&R, donc questions et réponses, pour poser vos questions sur les conférenciers, aux conférenciers. Par ailleurs, le débat sera enrichi par l'animation du chat. Donc, tout au long en fait, du webinaire, vous allez trouver des informations très utiles, des liens, des rapports, des idées clés tout au long du webinaire. Et vous pouvez également échanger avec tous les conférenciers et les participants en utilisant la fonction chat ou converser que vous trouvez aussi sur votre écran. Vous pouvez adresser vos commentaires à tous les conférenciers et les participants si vous souhaitez que tout le monde voit vos commentaires. Enfin, vous avez aussi une autre option très utile, lever la main. Donc, par exemple, nous serons menés avec Marion à vous sonder et à inviter à nous répondre en levant les mains. Donc, on peut commencer avec un exemple. Hein, si vous pouvez lever les mains, si vous êtes prêts hein, de commencer ce webinaire. Je vais voir aussi hein, ma fonction. Donc, il faut aussi noter que pour désactiver la fonction, vous devrez cliquer sur la fonction lever la main pour la désactiver et que vous puissiez ensuite la réutiliser. Hein. Donc, nous pouvons démarrer ces webinaires. Et avant de commencer, je souhaiterais mettre les diapositives pour présenter les groupes Inspire. Donc, je ne sais pas si Olivier pourrait partager aussi son écran. Oui, tout à fait. Un petit instant.
Très bien. Donc, on peut passer sur la diapositive suivante pour vous présenter rapidement c'est quoi les groupes INSPIRE. INSPIRE, en phrase, c'est quoi? C'est les groupes thématiques de l'RPME, comme il a été présenté, et qui réunit des chercheurs et des praticiens sur des réflexions autour de l'innovation, la société, les processus entrepreneuriaux, mais aussi l'écosystème entrepreneurial. Le groupe a été inauguré l'année dernière. On avait réalisé notre premier workshop INSPIRE qui a eu lieu à Paris. Et sur ces workshops, nous avons identifié 2 axes majeurs de réflexion. Le premier axe se situe autour du profil des entrepreneurs et l'évolution qu'ils ont aujourd'hui. Deuxième axe sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Aujourd'hui, les webinaires se situent à l'intersection de ces deux axes. Et notre objectif, c'est de travailler sur une démarche de co-construction de la recherche en associant les mondes universitaires, mais aussi les mondes de la pratique, sur ces problématiques d'actualité, mais aussi des thématiques émergentes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'impact du digital et ses pratiques, et notamment dans le contexte de la crise actuelle. Sur ce, je vais passer la parole à Marion pour présenter les webinaires et les intervenants d'exception que nous avons à voir aujourd'hui et continuer la discussion. Donc, normalement, Marion, tu as la fonction d'ouvrir les micros. Je l'ai ouverte et j'ai réussi. Et en revanche, je n'ai pas la fonction d'ouvrir. Ça y est, je démarre ma vidéo. Est-ce que vous me voyez là? Non, vous ne me voyez pas. Je n'arrive pas à ouvrir ma vidéo. Ce qui est étonnant quand même. Est-ce que ça vient de l'Université de Laval qui ne m'a pas activé? Non, de notre côté, vous êtes activé. On voit que vous essayez de l'activer et on voit que ça referme un peu. Oui, ça referme à chaque fois, oui. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je commence uniquement avec le son? Commencez avec le son, puis la prochaine fois, lors de votre prochaine intervention, on va réessayer à nouveau de vous rebasculer comme conférencière pour voir si votre caméra répond bien. D'accord, très bien. Bien, bonjour à tous et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce moment d'échange sur le digital et les pratiques entrepreneuriales dans l'ère du post-Covid, du déconfinement. Je souhaite particulièrement la bienvenue à tous nos collègues et tous ceux qui se situent à travers le monde, puisque nous sommes suivis par le monde entrepreneurial un petit peu partout. Et nous allons commencer tout d'abord par une rapide présentation des invités que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui, qui sont tous impliqués dans la digitalisation, soit par le biais de leurs travaux de recherche, soit par leur métier, soit directement parce qu'ils pratiquent cette digitalisation dans leurs entreprises. Donc, je vais rapidement vous les présenter dans leur ordre de passage au cours de ce webinaire et nous reviendrons un petit peu plus loin vers eux un par un. Donc, pour commencer, Gaëlle Guéguen, qui est assistante professeure à Toulouse Business School, qui a étudié la digitalisation et plus largement toutes les TIC dans le monde de la PME. Suivra ensuite l'intervention de Bénédicte Roulier, qui est chef du pôle transformation numérique des TPE-PME pour France Num. France Num qui est une cellule digitalisation de la Direction générale des entreprises, laquelle accompagne les entreprises à travers de multiples initiatives sur le territoire national. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Vivien Pertuso, directeur adjoint de BPI Lab, qui parlera d'une étude qu'a réalisée BPI Lab sur le thème de la digitalisation, fort intéressante, donc vous pourrez disposer des liens pour aller un petit peu plus loin pour découvrir cette étude, qui a donné lieu à une matrice, mais aussi et surtout pour les chefs d'entreprise, un guide pratique très intéressant et très accessible pour tous. Nous entendrons le 4e intervenant, Philippe Naoum, qui est le président fondateur de l'agence de communication numérique Chooseit à Montpellier, mais qui est aussi l'ancien président de la French Tech Montpellier Méditerranée, entre autres missions, car ce dirigeant créateur très actif est un fin observateur de l'écosystème du monde digital. Enfin, je tiens à vous présenter Juliette Rapina-Frodiger.
Alors, Madame Rapina Freliger est directrice générale d'une entreprise qui s'appelle Loxos et qui est une entreprise assez particulière parce qu'elle fabrique du mobilier pour les crèches et elle travaille sur du multisite et sur de multiples territoires. Alors, elle nous apportera un témoignage. Elle n'est pas là au titre d'intervenante comme les autres invités, mais elle viendra témoigner en filigrane sur différentes interventions de sa manière de vivre la digitalisation avant l'épisode Covid, comment ensuite l'épisode Covid a accéléré le processus de digitalisation pour voir arriver de nouvelles perspectives de révision profonde de son modèle d'entreprise. Alors, avant de leur donner la parole, je voudrais revenir sur la genèse de ce webinaire qu'a initié Marie Gomez-Bress. Lorsque l'AIRE-PME nous a ouvert la possibilité technique de réaliser ce type de session, l'interrogation qui a d'abord émergé était celle de la thématique du digital à mettre en relation avec les problématiques de recherche du groupe Inspire que vous a présenté tout à l'heure Christina. Et cette relation se situait à deux niveaux. Une relation à deux niveaux par rapport d'abord à nos travaux de recherche, puisque nous étudions les profils des futurs entrepreneurs, la manière dont l'innovation dans les TPE et les PME vont participer à l'émergence de nouveaux modèles et surtout de quelle manière ces nouveaux modèles vont être acteurs d'une nouvelle architecture de société. Alors là, le digital se présente pour nous comme l'une des clés d'entrée de la reconfiguration des petites structures. Un autre centre d'intérêt d'Inspire est celui de la relation entre projet de vie et projet entrepreneurial. Et sur ce point, nous pensons réellement que la digitalisation des TPE et des PME va bouleverser non seulement la vie dans l'entreprise, la vie des salariés, la vie du chef d'entreprise, mais également la nature des projets qui vont être produits par de nouvelles relations de proximité plus virtuelles, plus psychosociologiques, peut-être même plus denses que ce qu'elles étaient tangibles auparavant. Et tout cela va nous amener de nouveaux regards vers de nouveaux projets entrepreneuriaux. Alors, dernier point, et si Olivier veut bien afficher la diapo qui présente les trois axes de la digitalisation. Est-ce que vous la voyez à l'écran? Oui, je la vois. Dernier point sur ces trois axes, le premier axe qui est un axe que nous avions étudié, c'est que nous avons un changement du métier du dirigeant. C'est peut-être pas dans nos premières études ce qui a été le plus flagrant dans cette ère post-Covid, mais c'est un axe de la digitalisation. C'est-à-dire que les relations interpersonnelles évoluent, mais surtout la temporalité change. Avec le digital, le temps s'accélère, on a des temps qui s'entrecroisent, on est sur de la multitemporalité, entre de l'urgence, des choses à l'entente, de la rapidité, d'autres processus qui se ralentissent, bref, décider autrement. Un second axe de travail, c'est celui de la transformation des relations externes, qui était souvent personnalisée, qui était directe, qui était immédiate dans les PME. Et là, on a des relations qui vont être à la fois plus denses dans les quartiers, puisqu'on s'aperçoit que le digital a densifié les relations territoriales, mais également plus planétaires. Et donc, on a une transformation de ces relations que le dirigeant va devoir apprendre à maîtriser, mais aussi une nature de l'offre qui va évoluer grâce à des outils numériques qui vont permettre plus de souplesse, plus de variabilité, d'adaptabilité et même une offre plus globale produit-service. Et enfin, un dernier point qui est celui qu'on a vécu tous là pendant quelques semaines, c'est les mutations de l'organisation du travail. Ça s'est imposé avec la crise Covid, mais ça nous a peut-être montré nos limites dans nos difficultés techniques, organisationnelles, mais aussi les possibilités insoupçonnées que pouvait avoir ce télétravail dans le remaniement organisationnel. Donc, plus que technique, il y a une question organisationnelle. Donc, voilà pour le point de départ et d'ancrage de cette question qui va nous occuper aujourd'hui. Et si Olivier veut bien remettre le visage de nos intervenants que nous allons entendre à présent. Et je vais pour commencer donner la parole à Gaël, s'il est entré dans la conférence. Donner la parole à Gaël qui va nous cadrer tout ce qui est digital, où on en est sur le plan scientifique, sur le plan académique. Qu'entend-on par digitalisation et numérique dans les PME? Et puis, plus précisément, quel regard scientifique on peut porter sur les changements qui succèdent l'épisode de confinement que nous avons vécu.
Est-ce que Gaël est entré dans la conférence? Alors, il me semble, et je pense que même on peut m'entendre. Me confirmes-tu? Je t'entends très bien, Gaël, c'est parfait. Eh bien, c'est super. Je vais voir si je peux montrer mon image pendant que tu parleras. Effectivement, c'est un élément un peu manquant. Marion, Christina, un triple merci avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci de m'avoir invité. Merci avec Marie d'avoir organisé ce webinaire qui, à mon sens, est aussi une nouvelle façon de communiquer, de rallier les mondes de la recherche, le monde de la pratique, le monde du dirigeant d'entreprise, le monde des institutions, support à tout ceci. Et enfin, troisième merci sur la thématique, parce que c'est une thématique que je trouve passionnante, c'est une thématique qui nous touche tous, et quelque part, on s'est tous rendu compte des possibilités de la digitalisation, bien évidemment à travers le télétravail, mais aussi si vous êtes parent, vous vous êtes rendu compte que ce qui avant passait dans une dynamique présentielle, maintenant peut également être envisagé de façon un peu plus différente à travers l'éducation à distance. Donc, moi, mon propos, c'est d'être dans une logique où, dans un premier temps, je vais essayer de répondre à la question de qu'est-ce que la digitalisation, avec un regard que l'on va qualifier d'un peu théorique. L'idée de la digitalisation, c'est qu'on se place déjà dans un contexte qui est celui des systèmes d'information. Information, c'est la mise en forme. Mise en forme de quoi? Mise en forme des données. Si on prend l'étymologie du mot information, c'est cette notion de mise en forme. Et cette mise en forme dans un système d'information va reposer sur un certain nombre d'étapes qui ont leur importance. La première, c'est de pouvoir acquérir les données. Ensuite, on va les traiter, on va les stocker. Et enfin, on va introduire la sortie, le rendu de l'information. Et ces différents éléments sont censés toucher la chaîne de valeur de l'entreprise à différents niveaux. Alors, pendant un moment, on avait des outils du digital, souvent des acronymes anglais, CRM, e-procurement, ERP, Knowledge Management. C'était des outils qui allaient permettre à l'entreprise d'être un peu plus digital, d'être un peu plus numérisé, puisque la traduction française en fait de digitalisation, c'est numérisation. Donc, on a eu ces outils, mais ces outils, c'est des outils qui sont souvent lourds, c'est des outils qui demandent une certaine compétence dédiée, c'est des outils qui sont assez peu faits pour les PME. Il y a eu le développement ensuite d'un certain nombre de technologies reposant sur le web, reposant sur le mobile, reposant sur des logiciels un peu plus ouverts. Et là, on est véritablement rentré dans la logique de la digitalisation. C'était une logique où, en fait, on va arriver à une appréhension de la digitalisation qui serait de considérer que c'est l'intégration des technologies de l'information dans les différentes activités de l'entreprise. Et on est dans une logique où en fait on va réfléchir à travers la notion de digitalisation, à travers la notion de processus. On va essayer de transformer ce qui peut être transformé en digital de telle manière à pouvoir produire un service complémentaire. Et là, on rentre dans une sphère qui nous touche très fortement, c'est la notion de servitisation. D'autres termes, on vend, je ne sais pas moi, avant on vend un camion, maintenant on va vendre le camion, mais surtout on va vendre la gestion de la flotte de véhicules de l'entreprise. Et ce qui est intéressant à voir, et ce qui va nous toucher directement à travers le prisme de la théorie entrepreneuriale, c'est qu'à travers la digitalisation, on va avoir une définition qui va paraître comme l'exploitation d'opportunités digitales. Ces opportunités entrepreneuriales de Stevenson et Jeriot, on va les retrouver véritablement dans la digitalisation parce que ça permet d'ouvrir le champ du possible, ça permet de transformer les business models pour les entreprises. En d'autres termes, ça permet d'accroître la valeur proposée par l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. C'est une entreprise que je suis qui est intéressante, qui est l'entreprise Asmodée. Asmodée, c'est une entreprise française qui s'est spécialisée dans les jeux de société. Un jeu de société, de prime abord, on ne voit pas trop en quoi ça va être fortement digitalisé. On voit la boîte physique, on voit les pions, etc., etc. En fait, Asmodée a créé des communautés de réseau, des communautés de joueurs par rapport à ces jeux. Il a développé des supports mobiles qui permettaient d'avoir un prolongement, d'avoir une expérience plus importante à travers donc, des applications mobiles, donc on passe par le digital.
Et durant la période de confinement, Asmodée a proposé des solutions print and play. En d'autres termes, on allait sur le site d'Asmodée, on pouvait imprimer des jeux, on pouvait y jouer, et force à penser que ça nous permettrait, par la suite, à la suite du déconfinement, d'acheter un peu plus de biens, de produits qui viennent d'Asmodée. Donc c'est un exemple qui est intéressant, qui a montré aussi l'adaptation d'entreprise. C'est une ETI, elle est à peu près à 700 employés, de l'intégration du digital à ces différents niveaux. Donc le digital, on introduit du numérique pour réussir à développer de nouveaux business models. Et par rapport à ça, on se dit, pourquoi est-ce qu'une entreprise, au final, elle va faire cette bascule? Pourquoi elle va aller vers la digitalisation? Pour répondre à cette question, je peux mobiliser un modèle relativement courant, c'est le modèle d'acceptation des technologies de Davis. L'idée, c'est qu'on va utiliser une technologie, notamment d'information, à partir du moment où il y a une utilité perçue qui est relativement forte et une facilité d'utilisation perçue qui est également assez importante. En d'autres termes, l'utilité, c'est qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que véritablement, par rapport à mes clients, par rapport à mes salariés, par rapport à mes relations extérieures, je vais avoir une meilleure relation? Et la facilité d'utilisation, est-ce que c'est facile ou pas de l'utiliser pour moi? Ce modèle, je le place dans le contexte PME et même Covid-19. Dans un premier temps, dans les différents éléments qui vont expliquer la perception positive ou négative des technologies, il y a la norme sociale. Quand on envisage des entrepreneurs, quand on envisage des PME, plus que jamais, on va évoquer la notion d'écosystèmes entrepreneuriaux. Que ça soit Christina, que ça soit Marion, quand vous avez introduit le propos, vous avez dit l'individu entrepreneur est dans un réseau. Et donc, en s'appuyant sur l'écosystème entrepreneurial, ça peut permettre de réussir à développer un savoir-faire, une légitimité, de regarder ce que font les autres, ce qu'on va appeler un isomorphisme. Donc là, il y a un élément qui est très intéressant. Et deuxième élément qui concerne de plein fouet le monde de la petite entreprise, c'est l'importance du dirigeant. Plusieurs études montrent que le positionnement du dirigeant par rapport aux technologies de l'information va favoriser la bonne utilisation de ces éléments dans cette entreprise. Un dirigeant d'entreprise, il fait beaucoup de choses. Il n'est pas forcément dans une connexion très fine et absolue avec le monde du digital. Ce n'est pas un souci. On peut envisager cette utilisation par la notion de bricolage organisationnel dans laquelle, avec les moyens du bord, avec les connaissances du bord, on va essayer de développer une meilleure utilisation, une meilleure connaissance du digital. Donc voilà, je voulais introduire cette notion de digital à travers le qu'est-ce que la digitalisation et pourquoi est-ce qu'on a la digitalisation. Il y a un point dans lequel je n'ai pas forcément la réponse, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte assez anxiogène, notamment particulièrement pour les dirigeants d'entreprise à plusieurs niveaux. Cette transformation suppose un degré de créativité, un degré de mise en abîme quelque part, et cette situation anxiogène Covid-19, même post-Covid-19, est-ce que c'est forcément la meilleure période? C'est une obligation de réussir à transformer, mais la disponibilité du dirigeant d'entreprise est peut-être un peu plus précaire par rapport à cette situation. Donc voilà, pour introduire d'un point de vue théorique la question. Alors là, je suis en attente de la reprise de parole de Marion. On voit Marion. Ah, y est, je suis revenue. Oui, je me suis un peu absentée pendant que tu avais pris la parole, Gaëlle, parce qu'on essayait de résoudre ce problème de vidéo. Et je suis ravie que nous ayons réussi à le résoudre. Alors, tu t'interrogeais sur la possibilité, enfin l'opportunité en période de stress, Covid et post-Covid pour le dirigeant, d'être la meilleure ou pas période d'introduction, de généralisation de la digitalisation. Alors, c'est sûr que le paramètre de stress est important, mais ce que nous ont témoigné certains chefs d'entreprise, et notamment Julienne Rapina-Foliger, qui est normalement parmi nous, c'est que ça a été aussi un moyen d'accélérer les choses, de conforter un certain ressenti que des paramètres tangibles, coûteux, n'étaient pas nécessairement indispensables. Donc, d'un côté, peut-être, il y a le stress, et d'un autre côté, il y a un révélateur qui va peut-être se révéler un accélérateur de la digitalisation. Alors, je vois que Juliette est parmi nous, mais nous ne la voyons pas. Juliette?
Juliette, est-ce que vous… Ah, voilà, ça y est. Ça y est, on vous voit, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ok. Bonjour, bonjour, Bonjour. Ravi de vous accueillir. Bah, écoutez, merci. Vous avez entendu les propos de Gaël. Vous allez peut-être rapidement, en 2 mots, resituer la présentation que j'ai faite de vous tout à l'heure et la mettre en relation avec ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez vécu ça comme un facteur de stress supplémentaire ou une opportunité? Alors, bon, déjà, effectivement, vous disiez en introduction que je dirigeais plusieurs sites. Effectivement, je dirige 2 entreprises, la société Loxos dont vous avez parlé en introduction et une autre entreprise qui s'appelle Matou Création, qui font partie d'un même groupe, d'un même pôle d'excellence dans un groupe de plusieurs typologies de PME, et nous fabriquons du mobilier pour équiper la petite enfance. On est multi-sites, donc on travaille à la fois sur des bureaux à Paris, des bureaux en Normandie et des bureaux en Aveyron à Rodez. Ça fait donc, pour ce qui me concerne en tout cas, un certain temps que j'ai essayé d'introduire un certain degré de digitalisation, je dirais plutôt dans les relations entre les différents intervenants, puisqu'on a des commerciaux qui sont sur la route, on a des gens de production, des supports administratifs, des supports ADV, qui sont en fait jamais au même endroit en même temps, et nous sommes en plus dans un pays très centralisé, donc quand vous devez vous déplacer pour aller de Rodez à Lisieux, c'est assez compliqué en France parce que tout passe par Paris. Donc ça a vraiment été un déclencheur de la digitalisation. Donc, on l'avait déjà introduit, on avait déjà commencé à l'introduire dans nos relations. C'est sûr que le Covid a été à la fois un accélérateur et un facteur de stress. Accélérateur parce que quelque part, du jour au lendemain, on n'avait plus d'autre choix que de communiquer, d'accélérer en fait la communication par les voies digitales, puisque l'essentiel de notre personnel a été relocalisé chez lui, et que donc on a pratiquement, à part la production qui est évidemment en présentiel, toutes les équipes support, les équipes commerciales, tout le monde travaille aujourd'hui, quand il travaille à 100% en télétravail, et on n'a pratiquement personne dans les bureaux. Plus d'ailleurs pour des raisons d'organisation personnelle liées à la difficulté aujourd'hui de gérer une vie personnelle et une vie professionnelle que à des questions de règles sanitaires, même si effectivement moins on est au bureau et mieux on se porte aujourd'hui. Ça a été un accélérateur parce que des sujets en fait qu'on avait commencé à essayer de mettre en place ont dû en fait être aboutis beaucoup plus vite que prévu. Mais évidemment, en parallèle de ça, c'est forcément un facteur de stress parce que tout le monde n'a pas la même agilité face aux outils digitaux. Et pour que ça marche, il faut beaucoup de soutien, de formation. Et contrairement à ce que je vous avais dit un petit peu dans le premier entretien au téléphone, j'ai bien réfléchi finalement. C'est vrai que c'est un facteur de stress assez fort au fond sur les personnels encadrants et donc sur les dirigeants en PME parce que, en gros, on est chef d'orchestre de tout. Dans les PME, on a en général assez peu. Alors, moi, je parle de la nôtre. Hein, on est 70 personnes, donc sur 3 sites, donc on est vraiment des petites entreprises. Et dans les entreprises de notre taille, il y a relativement peu d'encadrement intermédiaire. Ce qui fait que toute la charge mentale en fait, du changement, de l'accompagnement au changement se retrouve sur les épaules du dirigeant. Et c'est en ça où si le dirigeant n'a pas déjà fait sa mutation, et ça va dépendre de son âge en particulier, hein, la mise en œuvre et l'accélération du processus va être différent. Voilà ce que je peux dire en témoignage. On ne vous entend pas. Je ne vous entends pas. Oui, voilà, là, vous allez m'entendre. Donc, il y a à la fois le paramètre organisationnel et le paramètre métier du dirigeant sur lequel, au départ, effectivement, vous aviez une petite réticence hein, sur les transformations, les stress et les changements de compétences aussi hein, des dirigeants. Vous nous dites que l'âge est un paramètre important. Vous avez vu dans les personnes qui font de l'encadrement intermédiaire sur vos différents sites que les réactions étaient différentes selon l'âge. Alors, les réactions sont différentes. Il y a 2 facteurs.
Il y a l'âge, il y a 3 facteurs d'ailleurs. Il y a l'âge, il y a la capacité personnelle de chacun à se mettre en mouvement. Vous avez des gens qui sont plus statiques que d'autres, évidemment, et il peut y avoir des inquiétudes ou des angoisses face à des nouveaux outils à maîtriser. Vous avez aussi un facteur qui est assez, de mon point de vue, qui est assez important, c'est les typologies en fait, de personnes que vous avez dans vos entreprises. Quand vous avez des gens qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas été confrontés à des expériences diverses de différentes typologies d'entreprises de par leur parcours personnel, et c'est souvent le cas aussi en PME, les PME de type familial en particulier, les gens finalement rentrent jeunes, deviennent des bons opérateurs, sont fidèles, d'autant plus qu'ils sont dans des bassins d'emploi éventuellement où il y a relativement peu de possibilités à l'extérieur. Donc les gens restent très fidèles, restent très longtemps, et ça peut être un facteur, de mon point de vue, ça peut être un facteur de ralentissement du changement, puisque quand les gens ont été un peu moins confrontés à des expériences connexes, ils n'ont pas d'autre chose sur lesquelles se raccrocher que l'expérience vécue dans un système, dans une organisation qui n'a peut-être pas changé pendant longtemps. Donc, ces modifications de la digitalisation, elles sont très... elles peuvent être angoissantes pour une certaine typologie de personnes, ou en tout cas, on peut avoir de l'expression de résistance au changement. Et c'est aussi pour ça que, pour boucler la boucle, que le rôle du dirigeant, en tant que chef d'orchestre de la transformation, est fondamental. Alors, le rôle du dirigeant, l'âge, la contingence territoriale, ce sont des questions qui sont aussi traitées du point de vue national. Et il y a en France une politique qui accompagne, qui invite et qui incite les TPE et les PME à se digitaliser de façon stratégique et globale. Et cette volonté nationale, elle est conduite par la cellule de France Num. La cellule de France Num qui est pilotée par Bénédicte Roulier, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, je ne la vois pas s'afficher encore, mais je pense qu'elle va bientôt rentrer dans la conversation. Et dans les actions de France Num qu'elle va nous présenter, nous expliquer, je pense qu'elle va pouvoir apporter des confirmations et peut-être des nuances aussi par rapport à votre témoignage sur les différences territoriales, les différences d'âge, les différences de stress qu'on peut rencontrer dans les stratégies de digitalisation. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Voilà, je suis bien là, c'est bon. C'est ça, vous êtes là, on vous entend, on vous voit. Bon. Alors, d'abord, on est ravis de vous avoir parmi nous. Et ensuite, pour tous ceux qui, à travers le monde, ne savent pas ce qu'est France Num, expliquez-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Alors, merci beaucoup et merci à l'association de recherche sur l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas avant qu'on ait l'occasion de se rencontrer. Donc, je suis ravie d'intervenir dans ce cadre-là. Alors, France Num, c'est un programme d'action ou une initiative qui est portée par la Direction générale des entreprises, donc qui dépend du ministère de l'économie. On dépend de la ministre Agnès Pannier-Runacher dont dépend plus particulièrement tout ce qui est artisanat commerce. Alors l'initiative vient à l'origine d'une recommandation et d'un rapport assez fouillé et basé notamment sur un benchmark international qui avait été conduit par le Conseil national du numérique, remis en 2017 au gouvernement. Et qui donc avait en gros pointé le problème, la question de la dispersion des acteurs et de la difficulté de contribuer tous de façon cohérente à cette politique d'accompagnement au numérique des petites entreprises. Donc, suite à ce rapport avait recommandé de fédérer les acteurs autour d'une marque forte. Donc, France Num, c'est une initiative partenariale. C'est pas des actions en direct faites par... voilà, c'est pas quelque chose en silo qu'on fait tout seul, en direct. C'est la fédération des différents acteurs. Donc, on va retrouver les chambres de commerce, les chambres des métiers, on va retrouver les représentants, les différents syndicats professionnels qui représentent les secteurs, on va retrouver les représentants des entreprises et aussi les représentants des entreprises du numérique. Puisqu'en fait, l'enjeu, c'est de mettre en relation les petites entreprises qui veulent aller vers le numérique et les entreprises françaises qui sont innovantes et qui ont des choses à apporter
aux petites entreprises. Donc, on a cet enjeu de maillage et de mise en relation et on appelle donc tous ceux qui accompagnent les entreprises, on appelle ça des activateurs. Voilà, et donc en fait, on a ouvert France Num, ça se traduit par un site internet notamment qui s'appelle France Num Gouv.fr, qui a ouvert à l'automne 2018. Alors, ce n'est pas que un site internet, puisqu'en fait, on s'aperçoit que cette mise en relation, qui est une ambition importante de France Num, ben, maintenant, elle se déploie finalement presque autant, voire plus sur les territoires. Donc, on a des apéritifs d'activateurs France Num sur les territoires. Alors, moi, je suis arrivée sur l'initiative il y a maintenant 6 mois et là, on est en train de définir la nouvelle stratégie et on a fait une étude qui recoupe un certain nombre de choses qui ont été dites pour segmenter en fait les entreprises à aider. Et donc, en fait, puisqu'en fait, on est confronté à ce problème que les petites entreprises et les dirigeants n'ont pas le temps. Et donc, en fait, ils n'ont pas le temps d'entendre parler de numérique. Donc, il faut leur parler par rapport à leurs problématiques du quotidien qui va être leur réduction de coûts, qui va être le développement commercial, les nouvelles opportunités, etc. Et donc, on en arrive en France à identifier en fait un cœur de cible de 1,7 million de TPE, PME. Donc, ça reste un gros sujet de travailler avec tout le monde et qu'on a segmenté en 3 groupes suivant l'autonomie par rapport au numérique et la perspective de développement de projet. Parce que même si les personnes ne sont pas autonomes par rapport au numérique, si elles ont des idées et des envies, c'est plus facile de les mettre en mouvement par rapport à ce qui a été dit sur la débrouillardise. Le numérique, ce n'est pas que des outils compliqués, etc. Et voilà. Alors autrement, on a aussi dans le cadre de France Num, soit via nos partenaires, soit en direct, il y a un sujet aide financière. Donc on a aussi un prêt France Num qu'on va lancer en fait à l'été. Voilà, on a aussi, donc sur le site internet, on a beaucoup de témoignages d'entreprises qui témoignent de ce que le numérique a pu leur apporter, donc des petites entreprises. On a beaucoup augmenté ce type de témoignages pendant la crise, notamment parce qu'on a eu l'opportunité de faire une chronique radio sur la radio de French Web, donc qui a été 4 jours par semaine pendant la crise et maintenant elle se poursuit 2 jours par semaine. Et là, à chaque fois, c'est notre rédacteur en chef qui intervient à la radio et qui relaie un certain nombre de témoignages et de bonnes pratiques et de trouvailles pendant la crise. Je crois qu'on peut réécouter les sessions antérieures, hein, il me semble. Tout à fait, et on va même l'affiner avec la possibilité d'aller directement sur la chronique France Num. Alors, on avait aussi parlé de dire un mot du positionnement de la France par rapport à l'international. Donc, en France et en Europe, il y a une communication tous les ans qui est assez visible, qui est un indicateur européen qui compare les différents pays. On l'appelle dans notre jargon le DESI, le Digital Economy and Society Index. Sur cet indicateur, on va dire la France est moyenne. Alors, c'est un indicateur qui est plus large que la digitalisation des entreprises. Il y a une sous-partie sur la digitalisation des entreprises. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses plus finement, parce qu'on voit que la France est relativement mauvaise sur les réseaux sociaux, mais on va retrouver ça aussi bien du côté des particuliers que des entreprises. Je ne sais pas si les chercheurs ont travaillé sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qu'on perçoit. En revanche, la France est très bien placée dans tout ce qui est l'informatisation, enfin les bases de données entre les fonctions de l'entreprise, tout ce qui est ERP, etc. Probablement, on n'en est pas sûr, mais on pense que c'est peut-être dû à l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. C'est une obligation qui est relativement récente en France, qui a probablement accéléré la mise en place d'outils qui vont être donc des outils numériques qui vont être au cœur des processus de l'entreprise. Et là, on voit qu'on a un enjeu, c'est qu'en fait, ces outils, que les petites entreprises s'approprient des outils et n'y voient pas qu'une charge parce que ça arrive comme une obligation, mais que cette obligation soit transformée en opportunité.
Alors justement, obligation transformée en opportunité, est-ce que vous avez identifié dans quelle mesure le digital potentiellement amène vers le développement de l'entreprise et quel développement? Est-ce que ça, vous l'avez identifié ou évalué? Ou on est trop tôt, on est trop en amont peut-être pour ça? Ben, alors, la difficulté de ce public, c'est qu'on est sur un public d'un tel volume qu'on est quasiment comme de l'analyse de grand public. Donc, en fait, alors, est-ce que c'est… Alors, j'ai envie de dire, c'est à la fois une évidence, et c'est une évidence, on a eu un terrain d'expérimentation réel pendant la crise, entre ceux qui ont pu continuer à faire du commerce à distance et ceux pour qui tout a été coupé. Donc, c'est à la fois une évidence, mais en même temps, on voit une grosse difficulté, un point bloquant des entreprises qui est qu'il y a différents acteurs, dont potentiellement nous, qui vont arriver vers eux avec une injonction à aller au numérique et ils vont se dire, mais est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup ? Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un énorme besoin. Comment les aider? Comment développer un outil de calcul du retour sur investissement? En fait, si j'investis ça, qu'est-ce que ça va me rapporter? Puisqu'on est en fait sur des gens qui n'ont finalement pas de problème vis-à-vis du numérique. C'est des gens qui sont confrontés à la réalité, au concret en permanence et ils veulent la preuve par le bénéfice. Donc, il faut la preuve par le concret. Et c'est comme ça qu'on les amène au numérique. Mais ça, c'est… Voilà, ça c'est une difficulté qu'on n'a pas complètement résolue. Alors, on a des programmes de formation partenaires, notamment un partenaire qui fait tout un ensemble de formations un partenaire qui s'appelle les Folies Web, qui déploie des formations dans toute la France et toutes les formations en ligne ont rencontré un énorme succès avec la crise. Il y a eu une explosion du suivi de tous ces webinaires. Mais ce sujet, voilà, ce sujet reste important. Du calcul du retour sur investissement et j'aime bien ce qui a été dit plus tôt que finalement quelquefois ça va être la débrouillardise et la bonne solution qui va enclencher la transformation et pas toujours le fait de choisir absolument tel ou tel outil. Alors là on vous entend pas Marion. Non, Marion, on ne vous entend pas. Voilà, je suis là. Je coupe le micro pendant que vous vous exprimez pour éviter les larcènes. Gaëlle Guéguen, qui est revenue parmi nous. Peut-être, Gaëlle, est-ce que tu pourrais apporter ton regard là-dessus? Est-ce qu'on est mauvais sur les réseaux sociaux, plus mauvais que les autres? Quel impact sur la digitalisation? Quelle utilité ça pourrait avoir, etc. Gaëlle? Oui, tu m'entends? Oui, je ne te vois pas. Et oui, bon, c'est pas grave, hein, vous avez vu à quoi je ressemble. C'est toujours difficile d'évoquer ces dimensions de comparaison parce que on est sur une logique où ce qui va être important, c'est, à mon sens, la dimension temporelle. Est-ce qu'on se place dans une logique de réaction immédiate, à plus moyen terme, ou quelque chose de beaucoup plus structurant? Et de fait de mes appétences diverses et variées, j'ai tendance à penser qu'effectivement, on doit essayer d'avoir une vision d'ensemble à plus long terme. Et de ce que j'entends à travers les deux dernières interventions, on est dans une logique pour apporter des solutions, on est dans des logiques pour que effectivement le dirigeant il puisse en prendre quelques-unes, les adapter, on est dans une démarche très effectuelle, mais surtout l'idée c'est qu'on puisse créer véritablement un tissu qui soit relativement porteur, qui soit relativement pérenne et qui puisse inscrire les différents pays, la France, la Belgique, le monde francophone, l'Afrique, le Canada, dans une logique où véritablement, au-delà d'utiliser la digitalisation pour remplacer des activités existantes, vraiment capitaliser sur la digitalisation afin de pouvoir proposer un surplus de valeur ajoutée aux clients ou dans les relations externes. D'accord. Je vois qu'il y a une question pour toi par ailleurs de l'assistance. Alors peut-être Christina, tu veux la lui poser sur la digitalisation? Ou tu veux que je la pose? Tout à fait. On est ravis parce qu'on a plusieurs discussions en fait qui s'alimentent sur les chats et sur les questions-réponses. Donc on a des questions en fait sur la différence entre du numérique et du digital. Donc ça revient en fait la question de
Alicien et d'Amina. Mais on a aussi les côtés éducatifs, comment l'éducation, le professeur, on peut avoir un impact sur l'accélération de la transformation digitale et notamment sur la crise Covid. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir votre point de vue. Et il y a une question qui vient tout juste sur les processus et les types idéaux de digitalisation des PME. Si, sur la première question, digital numérique, en fait, c'est malheureusement, les Québécois qui sont parmi nous le savent, hein, on adore les néologismes en français. En fait, digital n'existe pas. Si on regarde digital, ce sont mes doigts ou éventuellement une plante vénéneuse. C'est simplement le mot anglais de numérique. Donc voilà, en français, il faudrait plutôt parler de numérisation que de digitalisation. Le deuxième élément que tu mets sur la dimension éducationnelle est excessivement importante. Et notamment au niveau des PME à différents niveaux. Nous, on forme à haut niveau du potentiel étudiant, dans lesquels on introduit bien évidemment des outils digitaux. C'est une génération qui a une facilité d'accès à ces outils beaucoup plus grande. Et pour moi, une chose qui serait très intéressante, c'est de faciliter encore et encore et encore les stages de ces étudiants dans ce type d'entreprise, plutôt que de forcément partir dans un cabinet de conseil ou dans un grand groupe. Cette interaction qu'on évoquait précédemment, telle que Bénédicte le mettait en avant à travers les outils et la démarche dans laquelle elle s'inscrit, pour moi, c'est une continuité. On doit favoriser l'échange entre le tissu entrepreneurial dans le sens large, le tissu éducatif du supérieur avec nos étudiants, pour qu'ils aillent faire des stages de manière régulière, apporter leur vision des choses et pouvoir laisser des outils que par la suite le dirigeant pourra utiliser. Merci Gaël, merci pour cette réponse. Philippe Naoum voulait également intervenir. Est-ce que, alors on ne voit que, voilà, ça y est, il est en train de rentrer avec nous. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir. En fait, c'était par rapport à l'intervention de l'entreprise, le témoignage que vous avez pu avoir. Juliette. On faisait une référence par rapport au public, enfin les équipes en place. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle Choose It. Donc, on est au cœur du sujet, si j'ose dire, et par définition, on devrait être le bon élève de la classe. Dans le sens où, dès le 17 mars, je crois, du jour au lendemain, on est passé tous, on est 25 personnes, en mode télétravail. Alors, ce qui marche très très bien de manière individuelle, c'est-à-dire que depuis des années, ça fait 20 ans qu'on existe, ce qui marche très très bien en mode de télétravail individualisé, nous paraissait évident de le faire immédiatement sans aucun souci. Puisque le seul petit problème logistique, là aussi pour faire référence à ce qui a été dit, c'était qu'il y avait une personne qui avait un poste fixe et qui était à vélo. Et donc, il a fallu l'aider à amener son ordinateur chez lui. Donc, voilà le seul petit problème qu'on a eu. Mais après, c'est l'organisation, en fait. C'est quand on a tout le monde en télétravail, ça devient beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, comment on accompagne toutes ces personnes? Parce que, et là je reviens un peu sur l'aspect peut-être âge ou façon de vivre, on a un public où il y a une grande majorité des personnes des équipes qui ont aux alentours de 25 ans, voire moins. Et en fait, quand au bout de plusieurs jours, ils se retrouvent tout seuls, il y a un problème d'accompagnement. Alors, je vous passe qui travaillent la nuit, travaillent quand ils veulent, etc. Je pense que le télétravail en mode équipe doit être posé sur des choses très simples, à savoir la communication permanente, communiquer avec eux, ne pas les laisser seuls dans la nature, alors qu'on pourrait le faire dans le bureau, c'est-à-dire au bureau, c'est-à-dire qu'on pourrait les faire en disant toute la journée, on n'a plus rien à leur demander, mais là non, il faut maintenir la communication, il faut les stimuler, il faut leur donner des objectifs clairs, précis, et je peux vous assurer que grâce à ce minimum vital et rempli de bon sens, on a maintenu quand même un niveau de production tout à fait satisfaisant. Par contre, on a ouvert les vannes et on a laissé certains trucs du type je travaille la nuit, je fais ce que je veux quand je veux. D'un point de vue professionnel, on est bien d'accord, mais j'ordonnance un petit peu mes tâches. Et ça, c'était un point nouveau pour nous. En tout cas, on l'a intégré et on a appris énormément parce que là aussi, ça va dans le sens où on laisse une certaine responsabilité et du coup, on stimule l'implication de chaque salarié dans l'entreprise parce qu'il s'est approprié son mode de travail déjà parce qu'il est chez lui. Et ça, c'est vrai qu'en termes de RH, je trouve qu'il y a un changement, alors brutal au bon sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous a mis un grand coup de pied au derrière pour que tout simplement on revoie et on ne reste pas sur des acquis
de principes comme voilà, le contrat de travail, il y a les horaires de bureau. Alors tout ça, ça doit exister. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a quand même des possibilités de laisser libre cours sur certains aspects et c'est gagnant, mais à tout point de vue. En tout cas, moi j'ai un regard, alors c'est vrai aussi après que je ne me suis pas forcément présenté, mais au-delà de diriger une entreprise, je participe à beaucoup de groupements ou autres dans le domaine du numérique, de l'innovation, mais de l'entrepreneuriat. Et notamment en cette période, toutes les semaines quasiment, on a une petite visio pour des échanges de bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est tous en train de réinventer, de réimaginer, de modifier ou tout simplement de faire feuille blanche sur une certaine façon de gestion et de management de l'entreprise et de nos équipes. Donc, c'était important de préciser que ce n'est pas parce qu'on a un public qui n'est pas proche du digital, on peut avoir un public qui est à fond là-dedans dans sa vie de tous les jours et pourtant, il y a quand même quelque chose à prendre en compte dans le management. Alors, peut-être Gaël, tu voudras répondre, mais quand même historiquement, le dirigeant de PME est reconnu pour avoir une gestion plutôt en ajustement mutuel, en relation interpersonnelle, sans vraiment mobiliser d'outils. Et peut-être que là, le boost qu'ils sont en train de vivre va transformer l'approche managériale et pas seulement organisationnelle et pas seulement sur l'organisation du travail. Qu'est-ce que tu en penses, Gaël ? Oui, déjà, ça a été la période d'obligation de passer sur du digital. C'est une période qui a permis déjà de tenter des nouvelles choses. Même si je prends pour mon métier, qui est celui de l'enseignement et de la recherche c'est assez digital, quoique, regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Quelque part, ça peut être un substitut aux tables rondes. Dans l'enseignement, on a dû intégrer des éléments et ces éléments en termes d'apprentissage, c'est des choses qu'on pourra par la suite répliquer. Il en va de même pour l'ensemble des métiers. La différence, comme l'a mis effectivement en avant les précédents intervenants, et c'est une des difficultés, c'est des fois on peut avoir un dirigeant d'entreprise qui se retrouve un peu isolé par rapport à cette donne qui va se surajouter à son travail de dirigeant d'entreprise. Alors après, l'organisation à distance, effectivement, sur des structures qui se caractérisaient, qui tiraient leur avantage parce qu'elles avaient une structure plate, elles étaient un peu plus réactives. Ça, il faudra voir comment ça peut intégrer, mais je pense aussi que les modèles peuvent travailler pour réussir à mieux identifier d'un point de vue organisationnel, dans cette phase d'optimisation de l'organisation, les outils du numérique, les outils digitaux. D'accord. Donc, pour pouvoir poursuivre sur cette discussion, là on devient très nombreux dans les échanges. Nous avons le plaisir, on le voit enfin, d'accueillir Vivien Pertuso. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc, Vivien Pertuso, directeur adjoint de BPI Lab, qui a énormément de choses très intéressantes à nous raconter, puisque BPI Lab, avec notre éclairage, travaille comme France Num sur l'accompagnement, le soutien, l'observation aussi de la démarche de digitalisation, alors de numérisation, on va dire, puisque on nous a bien fait remarquer que c'était numérisation, des entreprises, des PME en France. Donc, vous allez peut-être nous présenter dans l'ordre que vous voulez, l'étude, la matrice, le guide pratique fort intéressant. J'ai vu que Christina avait affiché les liens qui ont été élaborés par BPI Lab. Et puis, libre à vous aussi de réagir à tout ce qui a été dit auparavant. Merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous cet après-midi maintenant, ou ce matin pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, juste en un mot pour situer BPI France Le Lab. Donc, BPI France, c'est la Banque publique d'investissement française, qui est une entité privée qui gère des fonds publics, donc une banque qui fait à la fois du financement, de l'accompagnement et de l'investissement dans les TPE, PME, TI, start-up, un tout petit peu de grands groupes aussi, enfin bon, à peu près toute l'économie française aujourd'hui. Et à l'intérieur de cette structure, il y a donc le Lab, qui est un laboratoire d'idées, donc un think tank pour le coup, qui travaille exclusivement sur les questions liées aux PME et aux ETI. On a pas mal travaillé effectivement sur les sujets, alors moi je vais utiliser même le terme de transformation à l'ère du digital, vous ne m'en voudrez pas, j'expliquerai pourquoi, qui sont des problématiques qui sont effectivement extrêmement prégnantes pour les PME et les ETI et de plus en plus pour les TPE aussi, parce que beaucoup de choses deviennent beaucoup plus accessibles aussi pour ces entreprises-là. En fait, quand on a commencé à travailler sur le sujet il y a un peu plus de 3 ans maintenant, on a mené une enquête
auprès d'un peu moins de 2000 PME et ETI. Et il ressortait que 87% des dirigeants d'entreprises, donc de PME et d'ETI, ne faisaient pas de la transformation digitale une priorité stratégique pour leur entreprise. On avait des chiffres qui nous avaient un petit peu étonnés, puisque 20% même considéraient que le moment n'était pas venu pour ces entreprises-là, et même 47%, donc près d'une PME ou ETI sur deux, estimaient que l'impact du digital ne serait pas majeur à 5 ans. Bon, on était dans la période pré-Covid, j'ai envie de vous dire, et on a reposé quelques questions, donc là sur un public exclusivement PME l'an dernier, et on avait encore 47% des PME qui n'avaient pas engagé leur transformation, et parmi eux, 40% qui n'estimaient que de toute manière, ils n'étaient pas concernés. Donc c'est vrai on part quand même, avant d'arriver sur la période Covid actuelle, on part quand même avec un certain retard sur ces questions-là, pas pour toutes les entreprises bien évidemment, mais sur un certain nombre d'entre elles qui soit considèrent que le moment n'est pas venu, soit que de toute manière ça ne les concerne pas, soit que ce sera pour plus tard. Il est vrai que quand on parle de transformation, ça peut être un processus qui paraît très engageant. On le voit dans une PME, n'importe quelle entreprise, une véritable transformation, c'est quelque chose qui prend plusieurs années. Donc c'est pas quelque chose par petite touche par petite touche. L'entreprise se transforme de manière assez magique. Bien évidemment, ça ne se passe absolument pas comme ça. Ça touche toutes les strates de l'entreprise, toutes les couches de l'entreprise, la relation avec le client, l'organisation de l'entreprise, le management, les RH, la relation avec les partenaires, les fournisseurs notamment, mais également l'offre et potentiellement le business model. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement engageant, et ce qu'on a remarqué, et je pense que Juliette ne me contredira pas là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on ouvre une porte, il y en a 3 autres qui s'ouvrent derrière, il y en a 3 autres derrière, il y en a 3 autres derrière. C'est un processus assez infini. Je me souviens avoir discuté avec un dirigeant il y a un peu plus de 2 ans maintenant qui me disait « Moi, à la fin de l'année, j'aurais fini ma transformation digitale ». Et ça m'avait assez étonné. J'avais dit « Vous êtes vraiment sûr ?» Il m'a dit « Oui, oui, pas de problème, j'avais fait mon plan sur 3 ans, donc voilà ». Je l'ai revu à la fin de l'année, j'ai dit « Alors, votre transformation est terminée ?» Il m'a fait « Non, 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 en fait, il y a d'autres projets qui sont arrivés derrière, etc. » Donc c'est vrai que c'est un processus qui est très engageant, qui prend du temps. Et la situation actuelle a probablement accéléré beaucoup de choses. Je ne sais pas si parmi vous, certains d'entre eux ont vu cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, avec qui a accéléré, qui a lancé votre transformation digitale. Votre dirigeant, le CEO, le CDO ou le Covid-19. Parce que pour dire que effectivement, dans la période actuelle, il y a énormément de choses qui se sont faites à cause des circonstances, à cause du confinement, davantage que par des initiatives qui avaient pu être initiées auparavant. On a vu l'accélération et l'adoption de nombreux outils dans les entreprises, et souvent à marche forcée. Les principaux qu'on a vus, et pour avoir fait pas mal d'ateliers d'entretien avec des dirigeants d'entreprises de taille assez différentes, il y a évidemment les outils collaboratifs qu'on a vu se développer énormément, mais il y a des outils beaucoup plus simples de dématérialisation de factures, par exemple. Parce que quand vous ne pouvez pas aller dans votre entreprise, il faut continuer à payer les factures. Et quand tout est en papier, évidemment, il y a quelques soucis qui se passent pour continuer à payer les fournisseurs. Donc, il y a énormément d'outils en termes de VPN aussi pour pouvoir continuer à travailler de manière sécurisée, en termes d'adoption du cloud, alors des fonctions assez simples du cloud, plutôt du stockage, donc pas les fonctions les plus sophistiquées du cloud. Mais après, il y a beaucoup de choses en termes d'infrastructure aussi. Beaucoup de collaborateurs n'étaient pas équipés en ordinateur portable, donc il a fallu acheter des ordinateurs portables, etc., ou sécuriser leurs ordinateurs personnels. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées avec cette crise, et Juliette l'a un peu évoqué, que beaucoup de verrous ont sauté. C'est effectivement un frein qu'on voit beaucoup dans la transformation digitale des entreprises, c'est que plus on avance, plus on touche à des habitudes de travail, à des manières de faire. Et on peut rencontrer des freins parce que simplement, changer ses habitudes, c'est changer une culture de travail, c'est changer des habitudes, changer des manières de faire, et ça prend du temps. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid-19, le confinement, beaucoup de verrous ont sauté dans les entreprises. Mais tout ça s'est fait de manière assez forcée. Néanmoins, ça a créé de nouvelles habitudes. Et là, je voudrais prendre un exemple avec une entreprise qu'on a pas mal suivie ces dernières semaines, qui s'appelle Cadiu, donc qui est plutôt une grosse entreprise, c'est une entreprise, c'est une ETI,
C'est une entreprise qui fabrique notamment des portails. Et c'est une entreprise qui est très intéressante parce que sa dirigeante nous expliquait qu'ils ont accéléré leur transformation et l'adoption de nouvelles pratiques à 3 niveaux notamment. Le premier niveau, c'est sur le marketing digital. C'est une entreprise qui fait principalement du B2B, donc elle passe soit par des grandes enseignes, soit par des artisans, donc elle n'a pas de contact avec le client final. Et donc, de fait, les réseaux sociaux, le marketing digital était quelque chose qui était assez loin des priorités de l'entreprise. Et se sont dit, comme nos artisans parfois sont fermés ou ont du mal à accéder aux clients finaux, ou les enseignes sont fermées, etc., on va tester. Donc, ils ont utilisé Pinterest, en l'occurrence, pour faire de la publicité sponsorisée. Et ils se sont rendus compte que ça avait énormément de succès. Et en à peine 2 semaines, ils ont 130 projets qui ont été lancés et certains sont déjà signés. C'est pareil, ils ont fait de l'accompagnement de leurs artisans. Parce que les artisans, donc, qui sont ceux qui posent les portails, qui sont en contact avec le client final, sont généralement des gens qui sont très éloignés du digital, donc là vraiment des outils digitaux. Et donc, ils ont fait de l'accompagnement, de la formation aux outils digitaux pour les aider justement dans leur adoption de ces nouveaux outils, de ces nouvelles manières de travailler et de nouvelles manières de faire avec les clients. Ça peut être des choses simples, ça peut être aussi de ne pas nécessairement se déplacer chez le client pour prendre une mesure, mais d'aider aussi le client à mesurer lui-même avec certains outils, etc. Donc, ils ont vraiment travaillé aussi l'accompagnement des artisans qui ne sont pas leurs collaborateurs. Donc là, c'est vraiment cette logique de travailler avec les partenaires. Et enfin, ce qu'Emmanuelle Legault, donc la présidente de cette entreprise, nous expliquait, c'est que ça a renforcé les liens avec les collaborateurs. Et donc, ça s'est fait évidemment au travers d'outils collaboratifs comme Teams, Zoom, peu importe, mais également, elle a mis en place quelque chose qu'elle va pérenniser dans le temps, c'est cette idée d'avoir des vidéos hebdomadaires à destination de tous les collaborateurs de l'entreprise. Dans une ETI, on n'a plus de contact quotidien avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Il y a des strates managériales qui peuvent s'intégrer, c'est multi-sites, etc. Et donc, en fait, ce qu'elle a décidé de faire pour communiquer l'actualité de l'entreprise, les difficultés de l'entreprise, les opportunités, les nouveaux projets, c'est justement d'avoir de manière hebdomadaire une vidéo qui explique un petit peu les projets qui sont en cours. D'autres dirigeants ont pu faire des live chats avec leurs collaborateurs, notamment quand c'est multi-site, c'est beaucoup plus simple, etc. On a vu dans des structures beaucoup plus petites, notamment je pense aux restaurateurs, la mise en place du click and collect, de la vente à emporter, qui sont des choses assez nouvelles pour beaucoup de restaurateurs aussi. Donc on voit vraiment que beaucoup de choses se sont faites souvent à marche forcée. J'en arrive à mon dernier point, qui est la question de la pérennisation de tout ça. Parce qu'il faut bien comprendre que cette situation, ce n'est pas normal. On a adopté tous ces outils dans une période qui n'est pas normale. Ça, c'est un premier point qui est absolument essentiel. Et la deuxième chose, c'est que les outils, ce n'est pas la panacée. Nous, on a tendance à dire que la digitalisation, ce n'est pas la transformation de l'entreprise. La digitalisation, c'est juste la mise en place à l'intérieur de l'entreprise d'outils. Mais comme me disait il y a quelques années un dirigeant d'entreprise, ça ne sert à rien de digitaliser le bordel. Donc, de manière assez concrète, il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'entreprise, sur la manière dont elle fonctionne, plutôt que d'adopter des outils qui ont aujourd'hui été mis en place de manière forcée, les mettre en place dans une organisation qui est assainie, avec de nouvelles habitudes de travail. Philippe en parlait effectivement, de nouvelles choses vont se mettre à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de nouvelles manières de travailler avec les clients, peut-être plus de digital, mais ça peut être, donc, par exemple, ne pas systématiquement se déplacer chez le client, mais ça peut être de nouvelles manières de travailler avec les partenaires. L'objectif est vraiment d'avoir une réflexion beaucoup plus globale sur la manière dont on adopte ces outils. Et ce ne sera pas le Big Bang soudain, c'est d'abord une appropriation de ces outils, une adaptation de ces outils et de l'entreprise, et ensuite une transformation de l'entreprise à l'ère du digital, à l'ère de tous ces outils. Je finirai juste sur un point qui a été en partie évoqué au début, je crois que c'était par Christina, sur les liens, donc, et Inspire sur les liens entre vie perso et vie pro. On en avait un petit peu parlé avec Juliette dans un atelier précédent, et c'est ressorti aussi dans un atelier que j'ai animé hier sur cette relation entre vie pro, vie perso. Les dirigeants passent beaucoup de temps dans les transports, dans les avions, à voyager sur différents sites, etc. etc. Et hier, un dirigeant disait, en fait, moi, je me suis rendu compte pendant cette période de confinement que j'avais passé énormément de temps avec mes enfants. Ces enfants ont 5 et 3 ans.
et que c'était quelque chose qui était très appréciable. Il s'était rendu compte qu'en fait, ces dernières années, ils n'avaient pas vu grandir. Et que les outils collaboratifs, eh ben, il allait justement les garder, il allait beaucoup moins voyager, simplement parce qu'il y a des voyages qui ne sont pas essentiels. Il y a des choses qui peuvent se faire effectivement par vidéoconférence et qui ne nécessitent pas un voyage dans la journée, un aller-retour dans la journée. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va aussi avoir un impact très fort sur le dirigeant. C'est cette idée que peut-être qu'il y a des fois, j'ai pas besoin de voyager, j'ai pas besoin de me déplacer, je peux faire ça de manière différente. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une réflexion extrêmement globale, à la fois sur la relation avec le client. Donc là, c'est pour faire le lien avec la matrice, effectivement, qu'on a développée, la relation avec le client, son implication dans l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, de nouvelles manières de gérer les collaborateurs, de nouvelles manières d'interagir, un nouveau niveau de transparence et de communication, la relation avec les partenaires aussi, parce qu'on peut communiquer de manière différente, on peut communiquer différentes choses avec les partenaires, et enfin sur l'offre. C'est Gaël qui en parlait effectivement. Petit à petit, on va rentrer dans une logique assez servicielle, et donc ça va avoir des incidences qui sont très très fortes sur les business models et sur l'offre des entreprises. Encore une fois, c'est pas le Big Bang, tout ça va pas se faire en 2 ou 3 mois à marche forcée. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est les petits pas du début, les quick wins, comme on dit en bon français, qui permettent de lancer une dynamique très positive et vertueuse pour l'entreprise. Merci beaucoup, Vivien. Peut-être que Gaël doit nous quitter. Alors, une phrase et un au revoir sur ce choc exogène qui ne va pas entraîner un changement comme ça, mais qui va devoir être assimilé progressivement et globalement par les entreprises. Un mot et tu nous dis au revoir? Oui, je suis désolé, mais j'ai une autre conférence qui va débuter incessamment sous peu. J'avais commencé par 3 merci. Je vais mettre un 4e merci pour tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Ces retours du terrain qui nous mettent en avant effectivement l'importance du dirigeant, et aussi, là aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises, cette dimension temporelle, le temps long, le temps moyen, dans laquelle il va falloir que tout un chacun, puis nous puissions mettre des briques les unes après les autres pour construire un succès de réussite. Ensemble. Merci beaucoup. Merci Gaël, merci pour ta contribution. À bientôt, bonne réunion, merci. Alors Juliette, une rapide réaction avant de donner la parole à Philippe Naoum qui devait intervenir maintenant, qui est intervenu avant et qui va re-intervenir maintenant. Juliette, écoutez, une réaction. Oui, alors je vais intervenir vite parce que moi aussi je vais devoir partir, je suis désolée. Pour vous dire que, en fait, tout ce qu'a dit Vivien, vraiment, moi je l'ai vécu et je le vis aujourd'hui dans l'entreprise. Puisque finalement, c'est vrai que cette crise du Covid est un accélérateur incroyable. Moi, j'ai juste peut-être 2 exemples concrets à vous donner, puisque le sujet pour moi, c'était en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact sur notre organisation. Effectivement, je venais 1 semaine sur 2 de Paris à Rodez. Je vais probablement cesser de prendre l'avion enfin, pas complètement, parce que je vais venir quand même 1 fois de temps en temps, mais pour favoriser effectivement les échanges à travers l'utilisation des outils comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Zoom, Teams, etc. Parce que finalement, j'ai appris aux gens de l'entreprise qu'on pouvait travailler comme ça, et donc je pense que les gens y ont pris goût et ont pris conscience effectivement du confort finalement dans lequel on était, et je rajouterais que ça va me permettre justement d'avoir une plus grande proximité, puisque n'étant pas sur mes 2 sites industriels où j'ai l'essentiel quand même des équipes support, je me faisais un devoir d'y aller, de me déplacer pour aller voir les gens, sauf que les moments où vous arrivez, c'est pas forcément les moments où en fait les gens ont besoin de vous, parce que vous leur imposez votre rythme, alors qu'en réalité le bon rythme c'est de se mettre à l'écoute des besoins, de faire des réunions régulières, et donc de mettre en place en fait ces petites réunions précises avec un agenda, avec un ordre du jour, avec un compte rendu qui permet de passer en revue en se passant la parole les sujets importants. J'ai aussi constaté au fond que les bonnes pratiques de l'utilisation des outils de visioconférence finalement permettent de mieux s'écouter. Étonnamment, puisqu'on sait en fait qu'on ne peut pas tous parler à la fois, parce que sinon on ne s'entend pas. En fait, on se met dans une écoute active qui permet de résoudre des problèmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. L'autre point, Vivien en a parlé, c'est le 0 papier.
moi, j'ai démarré, ça fait 1 an que je suis à la tête de ces 2 entreprises. Ça fait 1 an que je travaille sur la transformation et en particulier sur la modification des comportements, puisque je suis dans une entreprise qui n'est pas en 0 papier, qui est en 3 tonnes de papier. C'est-à-dire que tout s'imprime, les devis, les commandes, les bons de commande, des trucs parfaitement inutiles, et que comment dire, la distance qui a été obligatoire du fait du télétravail nous a obligés à accélérer des processus qui permettent aujourd'hui de ne plus rien imprimer. Et ça, je pense que ça va être un gain de temps, un gain de productivité et un gain pour la planète, d'ailleurs, au passage, absolument phénoménal, qui va nous permettre de générer du temps disponible, réfléchir autrement. Voilà. Et le dernier point, pardon, c'est vis-à-vis de nos clients. Nous, aujourd'hui, nos clients, ce sont les directrices de crèche. On a interdiction de rentrer dans une crèche aujourd'hui et ça va durer un certain temps. Donc, mes commerciaux ne peuvent plus aller voir les clients. Et donc, aujourd'hui, on est en train de tous les former pour qu'ils utilisent, là aussi, ces nouveaux outils avec écran partagé, etc., pour faire du conseil à distance. Et on s'aperçoit effectivement que ça marche plutôt pas mal et que ça va nous faire aussi des économies sur les frais généraux. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire comme je dirais, témoignage pratique pour illustrer au fond le propos de Vivien, mais qui est vraiment qui est très flagrant pour moi, et qui me donne beaucoup d'espoir en fait sur la modernisation de nos organisations internes et de nos relations avec nos clients. Voilà, et de leur animation avec… alors, je vais temporiser, je vais passer en même temps la parole à Philippe Naoum en lui disant, oui, dématérialisation, mais quand le tampon de l'entreprise reste à la maison, n'est-ce pas, pour recevoir les courriers et les colis, on a toujours des petits freins. C'est du vécu récent dans nos échanges téléphoniques, n'est-ce pas? Je suis obligée de partir. Merci Juliette, merci beaucoup pour votre contribution, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Oui, c'est bien de pouvoir entendre aussi des messages positifs, en tout cas de se dire qu'il y a des choses qui vont changer et qu'on va apprendre les bons côtés, parce qu'on entend tellement dans le monde dit traditionnel de succession de chiffres qui affolent tout le monde, que c'est bien aussi de temps en temps, et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir participer à plusieurs réunions de ce type, et donc merci, parce que c'est super. Alors moi, je vous ai abordé un petit peu le cas de Choose-it sur la partie RH, mais ce qu'il y a, c'est que parce que c'est notre métier, depuis plus de 20 ans, on travaille aussi pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, ce qu'on a appelé la transformation numérique, et nous, c'est un accompagnement au développement, à business, outils, etc. Ce qui est très important sur ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'en effet, il y a eu un mode d'accélération extraordinaire. Moi, je pense tout simplement qu'il n'y a pas eu de changement particulier, c'est juste qu'on est allé un peu plus vite dans les usages, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'éléments moteurs qui vont stimuler des nouveaux développements, des évolutions, c'est les usages. Aujourd'hui, tout le monde l'a dit, tout le monde le pratique, faire une visio, ça pose problème pour plus personne. D'acheter en ligne, ça pose vraiment aucun problème. De créer un compte et de se dire, ça y est, je suis référencé chez cette entreprise, ça veut dire que demain, je vais pouvoir régulièrement converser, commander, suivre un réappro, une livraison. Ben voilà. Utiliser, même si d'après les chiffres, on n'est pas super bon en France, mais quand même, utiliser la communication digitale, ça veut dire les réseaux sociaux, ça veut dire tout ce qui est les opérations de web marketing. Maintenant, quand on va voir un client, ça lui pose plus de problème, alors qu'avant, il n'était pas de ce monde-là, pour reprendre ses propos. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est allé plus vite dans un processus qui était déjà entamé, mais qui était beaucoup plus lent, qui était peut-être moins prioritaire, qui était peut-être dans une image coûteuse, parce qu'on se dit, oh, ben, je vais encore lancer autre chose. Et là, c'est pour ça qu'aussi, ce qui est bien, c'est que comme on n'est pas sur une réponse d'urgence sanitaire qu'on va effacer après, on est sur une accélération de l'usage. Ça veut dire que je crois beaucoup à sa pérennisation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été fait là aujourd'hui, peut-être sur l'outil, c'est un outil d'urgence, mais sur le service, je pense qu'il va être en grande majorité adopté et intégré au sein des entreprises. Donc ça, c'est vraiment le point fort qu'on peut souligner aujourd'hui sur la maturité de l'analyse de la situation des entreprises. Et donc là, quand on va arriver à leur présenter ce qui correspond à ce qu'ils veulent faire aujourd'hui,
on va intégrer des nouveaux dispositifs et des nouveaux services au sein de leur organisation. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un magasin, qu'une activité de vente traditionnelle, s'est dit, à cause de la situation, je ferme le magasin et je monte un site marchand. Par contre, alors ça c'est peut-être possible, mais c'est parce que tout simplement c'était un choix qui n'a rien à voir, qui a été accéléré, mais qui n'a rien à voir avec cela. Par contre, comme dans le piratage informatique où on ne faisait pas de sauvegarde, là on se dit, comment je vais mettre en place quelque chose qui va être un vecteur nouveau de business, mais qui va pouvoir me permettre d'alterner en fonction de la situation une vente traditionnelle ou une vente en ligne. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, je prends l'exemple de la vente parce qu'il est connu par tous, mais il y a d'autres process, il y a le réapprovisionnement, il y a aussi des notions de production. Comment aujourd'hui on peut intégrer le presque tout online dans un process traditionnel sans déshabiller l'un pour habiller l'autre, mais tout simplement de se rendre compte que dans le meilleur des cas, c'est du business en plus, dans le pire des cas, c'est une compensation du business. Ça, aujourd'hui, c'est clair que c'est devenu la demande globale, et grâce aux usages des particuliers, parce que c'est ça en fait, hein, on n'aurait pas l'usage des particuliers dans le monde de l'Internet, le e-commerce business ne serait pas développé. Parce qu'en fait, toutes les commanditeurs, les chefs d'entreprise ou autres, les responsables des achats, si dans leur usage particulier, ils n'auraient pas eu cette assurance de dire « oui, je sais le faire », ils auraient freiné complètement l'usage de modes à distance, d'achat, de réappro. Donc, ça veut dire que vraiment, on est aujourd'hui dans un bousculement, accélération des usages de tout le monde. Je suis convaincu, quand moi je parlais des quelques visios que je faisais avant, on me disait « oh ben oui, mais parce que toi tu travailles dans le digital, nous, il faut qu'on se rende compte, le client ne lui fait jamais rien signer si on ne l'a pas vu. » Bon, je parle d'entreprises de tout type. Aujourd'hui, j'ose même pas le dire parce qu'ils vont me dire, c'est évident qu'on utilise même la signature électronique. Je peux vous assurer que, alors là je vais parler de mon entreprise, on a 400 clients actifs, mais sur les 400 clients, je ne sais pas si je peux en trouver 2 avant qui m'auraient signé un contrat d'hébergement, de réalisation, etc. en version électronique, ils n'auraient pas signé. Là aujourd'hui, ils trouvent ça comme une évidence. Donc, ça veut dire que vraiment, grâce à cet usage des particuliers, on a réussi à intégrer un processus qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé. Les outils, excusez-moi, mais depuis 2 mois, on n'a pas créé des nouveaux outils. On a adapté les choses par rapport aux usages des particuliers qui connaissaient ou ne connaissaient pas. Et ce qui est super, c'est qu'on est dans un pays aussi où il faut toujours légiférer. Je trouve que, pour reprendre le terme d'un ancien ministre, je trouve que le bac à sable technologique, il a toute son importance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Oui, il y a des choses qui aujourd'hui peuvent être tolérées mais ne sont pas officiellement acceptées. Par contre, essayons-les pour voir tout simplement s'il y a un engouement, un plus, un contrôle qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'en France, c'est souvent ça. C'est d'abord on régule, on interdit, et après, on dit que ce n'était pas possible de le faire. Alors qu'on pourrait essayer un certain nombre de choses. Donc là, c'est bien, parce que tout le monde a poussé pour qu'on essaye plein de choses. Et c'est vrai qu'on a pu essayer plein de choses. Merci Philippe, merci pour toute cette analyse. Et c'est vrai qu'on est plus sur une appropriation d'outils, puis finalement on s'est aperçu qu'on était plus sur un pivot aussi, c'est-à-dire que le digital a montré l'importance du tangible, de la relation à l'autre, a inventer de nouvelles formes de relations et une orchestration des outils existants avec ces nouvelles formes de relations, on est bien sur un pivot avec le digital, hein, avec de nouvelles offres, de nouvelles formes organisationnelles et de nouvelles TPE en perspective. Donc, on va devoir vous quitter, hein, on va devoir mettre fin à ce webinaire qui était passionnant, intéressant, avec des témoignages d'un très grand niveau, et je remercie tous nos invités de nous avoir accompagnés. Moi, j'ai entendu des mots-clés vraiment intéressants et constructifs. Philippe Naoum relevait qu'on était très optimiste. Oui, on a décidé de l'être. On a décidé de ne pas parler de la morosité, de l'angoisse, de crise économique, parce qu'on a envie que nos TPE et PME, qui constituent en France 98 et quelques % de notre tissu, elles rebondissent. On en connaît tous au-delà de celles qu'on observe et qu'on étudie, et on a envie que demain, elles vivent différemment ce rebond économique et qu'elles arrivent à dépasser les problématiques qu'elles rencontrent aujourd'hui. Donc, les mots-clés que je retiendrai, c'est quand même l'assiette
l'assimilation de toute cette nouvelle forme de management au-delà des outils, pas que l'organisation, mais bien la stratégie. Il y a des mots qui sont revenus dans tous vos propos, c'est celui de la pérennisation. La pérennisation, c'est le dépassement de cette crise, avec le fameux mot-clé à la mode qui est la résilience. Alors, on en a un petit peu marre d'entendre parler de la résilience, mais c'est vraiment être poreux et être captif vis-à-vis de ça. Le fait de le faire de façon collaborative, proactive et dépasser le choc exogène qu'a été le Covid en se disant qu'on va en faire un moyen global, stratégique et proactif de réinventer TPE et PME. Dernier mot à Christina et encore une fois, merci à tous de votre participation. Christina, je te propose de conclure cette session. Moi, je vous remercie tout le monde. C'était passionnant le débat et je remercie encore une fois RPME qui a donné la possibilité d'animer ces webinaires et participer tous les participants qui ont été avec nous et nous excuser pour le léger débordement, mais il faudrait aussi vous noter que le webinaire a été enregistré et que vous pouvez aussi avoir accès très rapidement sur les sites de l'RPME. Donc, je vous avais communiqué via les chats les liens, mais aussi à nous contacter, venir vers nous si vous voulez nous rejoindre. Vous avez nos emails, nos groupes Facebook, LinkedIn, mais aussi des liens pour manifester votre intérêt. Et effectivement, l'objectif, c'est de créer ensemble de nombreux sentiers entre chercheurs et des praticiens. Donc, ça a été représenté par les débats aujourd'hui, hein, la richesse aussi des questions, pour construire ensemble, co-construire une société entrepreneuriale. Sur ce, vous pouvez revoir le webinaire, on peut s'applaudir tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci à l'Université de Laval pour l'accompagnement technique. Merci à Olivier.